Mesdames, Messieurs, chers amis, eh bien, en m'élisant au quatrième fauteuil vacant depuis le décès de M. Raymond Aubrac, son unique titulaire depuis la création de l'Académie des Hauts-Cantons, vous avez fait preuve, je dois le dire, d'une incroyable audace dont je ne puis que vous être infiniment reconnaissant. Quand votre président, le professeur Jean-Pierre Daudet, m'a proposé de déposer ma candidature, pour tout vous dire, j'ai beaucoup hésité. Pensez donc, originaire du Nord, domicilié à Paris, je n'étais venu parmi vous que 3 fois. En juin 2015, pour parler de la résistance aux élèves du lycée André Chanson, Elisabeth Elfer-Aubrac avait suggéré mon nom à Ricardo Lage. Puis, en 2017, pour vous entretenir, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-Pierre, de l'Académie française, à l'invitation du professeur Alain Dimeglio, que je salue, car je l'ai vu tout à l'heure sur l'écran. Et puis, vous m'avez alors élu membre correspondant. C'était une surprise et je soupçonne fortement Romain Daudet, qui était alors secrétaire perpétuel, d'avoir tiré quelques ficelles. Et je revins vers vous une troisième fois, cette fois en septembre 2018, pour évoquer ce que les historiens appellent le drame de l'affaire, le drame de Caluire ou l'affaire de Caluire, et que je nommais alors le mystère de l'arrestation de Jean Moulin à Caluire le 21 juin 1943. La réunion de Caluire avait pour objectif d'organiser la succession du général Delestrin, chef de l'armée secrète, arrêté par la Gestapo à Paris 12 jours plus tôt, et Raymond Aubrac, qui était le chef de l'organisation paramilitaire du mouvement Libération Sud, est arrivé en compagnie de Jean Moulin chez le docteur Dugoujon, en compagnie de Jean Moulin qui était alors président du Conseil national de la Résistance, délégué du général de Gaulle dans la France occupée. Et Raymond Aubrac devait se voir confier les importantes responsabilités d'inspecteur de l'armée secrète pour la zone nord. Mais il a été arrêté avec Jean Moulin et 6 autres résistants par les hommes de Klaus Barbie. Est-ce que c'était une trahison? Eh bien, aujourd'hui encore, le mystère n'est pas élucidé. Le sera-t-il un jour? Par un coup de main audacieux, minutieusement préparé et exécuté en plein jour par Lucie Aubrac, mitraillette en main, Raymond est libéré le 21 octobre 1943. De retour à Paris, j'ai une nouvelle surprise et je ne m'attendais vraiment pas à recevoir, cher Jean-Pierre, Monsieur le Président, ta proposition de me porter candidat pour occuper le fauteuil de Raymond Aubrac. Émotion, honneur, joie, inquiétude, ces sentiments s'en mêlaient et surtout une question me taraudait. Qu'en dirait Monsieur Aubrac? Je consultais quelques amis fidèles, férus d'histoire, dont François Aubry, qui n'est peut-être pas là, qui devait être l'un de mes invités avec Marie-Noël Eudes, mais qui a un problème de plomberie chez lui, m'a-t-il dit. Et mes amis me conseillèrent d'accepter. Voilà, mon respect, mon admiration et ma sympathie, et je dois le dire, au fil du temps, mon affection pour cet homme exceptionnel qui a fait l'histoire achevèrent de me convaincre d'accepter et me voici donc devant vous. Un superbe honneur et un devoir, en siégeant parmi vous, le devoir de me montrer digne de succéder au grand homme dont De Gaulle a dit dans ses mémoires de guerre qu'il s'était prodigué dans la résistance. J'ai consulté le dictionnaire de l'Académie française. Se prodiguer est défini comme se dépenser sans ménagement, voire avec excès.
Quel bel éloge prononcé par le général de Gaulle. Ce n'est pas à vous, chers amis de l'Académie, que je vais apprendre quoi que ce soit sur l'histoire de Raymond Aubrac, pendant la guerre et après la guerre, indissociable de celle de son épouse Lucie, que j'ai eu le privilège de rencontrer longuement, une première fois en 2000, puis en 2006. Vous les avez bien connus tous les deux, ou bien vous en avez beaucoup entendu parler et vous avez lu probablement leurs livres, puisqu'ils figurent parmi les fondateurs de cette noble institution. Aussi, ai-je pris le parti de vous éclairer sur ce que fut notre relation personnelle au travers des riches et nombreux échanges que nous avons eus, Raymond Aubrac et moi, pendant 6 années. Je vous parlerai de la grande histoire, avec un grand H, et puis je vous raconterai aussi des petites histoires inédites. Aussi, ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît, d'apparaître de temps à autre sur le diaporama. Alors, c'est grâce à l'armée de l'air qui m'a affecté au cabinet militaire du Premier ministre, M. Lionel Jospin, et grâce à Serge Ravanel, compagnon de la Libération, qui a été à l'hôtel de Matignon mon premier visiteur résistant, que j'ai fait la connaissance de Raymond Aubrac. J'ai aidé Serge Ravanel à obtenir de l'argent pour l'association qu'il avait créée quelques années plus tôt avec Lucie Aubrac et quelques autres anciens résistants pour transmettre l'histoire et la mémoire de la résistance. Cette association s'appelle, Jean-Pierre en a parlé, l'AERI, donc l'Association pour des études sur la résistance intérieure. Et puis, avec Serge Ravanel, nous nous sommes revus souvent et nous avons noué de solides liens d'estime et d'amitié, comme il l'écrira dans une dédicace. Serge Ravanel n'a eu, de ce fait, aucun mal à me faire promettre d'accepter de devenir secrétaire général de l'AERI dès que je serai libéré de mes obligations professionnelles au ministère de la Défense. Ce qui fut fait lors de la réunion du bureau de l'AERI du 21 juin 2006. Assis à ma droite, Raymond Aubrac, nous sommes tous les deux au fond sur la photo, que je rencontrai pour la première fois, m'expliqua que cette date, 21 juin, était symbolique pour lui. En effet, le 21 juin 1940, il est fait prisonnier avec son unité par les Allemands dans la vallée de Senones, dans les Vosges. Et le 21 juin 1943, il est arrêté à Caluire. Avant de passer au vote, je lui demandai s'il avait reçu un pouvoir de son épouse absente ce jour-là. Il me répondit « Lucie ne m'a jamais donné de délégation. Sans doute ne me fait-elle pas suffisamment confiance. » J'appréciais son humour. De son épouse, il dira dans ses mémoires qu'elle a une volonté de faire au service d'une intelligence hors du commun. De même, Raymond Aubrac me dit plus tard qu'il n'avait jamais fait de reproche à son épouse lorsque j'évoquais le plan de table que celle-ci avait chamboulé secrètement le jour de la visite du général de Gaulle à Marseille le 15 septembre 1944. Raymond Aubrac était alors commissaire de la République pour la région de Marseille, qui englobait la Corse à l'époque, 3 millions d'habitants. Commissaire de la République, c'était l'équivalent de notre préfet de région aujourd'hui. Il avait pour mission d'assurer le maintien de l'ordre, de rétablir la légalité républicaine, d'administrer le territoire et de satisfaire les besoins de la population.
Et ce jour-là, au lieu d'être entouré comme prévu par les ministres qui l'accompagnaient et les préfets, le général se retrouva au cours du dîner à la préfecture aux côtés des responsables des forces françaises de l'intérieur et des chefs de la résistance. Cette initiative a fortement mécontenté le chef du gouvernement provisoire. Raymond Aubrac le raconta dans ses mémoires, je cite, « Sauf pour manger, De Gaulle n'ouvrit pas la bouche. » Après la mort de son épouse en 2007, Raymond Aubrac témoigna sur la résistance comme Lucie aimait le faire. Et c'est ainsi que, comme l'a dit Jean-Pierre, j'eus l'honneur de l'accompagner à plusieurs reprises pour des conférences devant différents publics. Quand nous devions prendre l'autoroute, nous convenions toujours d'une pause à mi-chemin, le temps de fumer une pipe tranquillement pendant 12 minutes. Une petite anecdote à ce propos, il regrettait qu'aujourd'hui peu de gens fument la pipe. Un jour, dans une rue de son quartier, il vit quelqu'un fumer la pipe. Je l'ai suivi, me dit-il, pour voir où il allait, mais il m'a distancé. J'ai beaucoup ri. Raymond Aubrac aimait beaucoup cette photo et il m'en parlait souvent. Il n'avait pas l'habitude d'être pris en photo, je crois, assis au bord d'une autoroute. Il aimait beaucoup cette photo. Sur le trajet, je me délectais du récit passionnant de ses entretiens avec les hautes personnalités rencontrées dans l'exercice de ses responsabilités après la guerre, dans le secteur privé, mais aussi au ministère de la Reconstruction et à la FAO à Rome à partir de 1963 notamment. Ses relations avec Ho Chi Minh, qu'il avait hébergé pendant 6 semaines en août et septembre 1946, Pham Van Dong, Léon Blum, le général Delattre de Tassigny, Laga Khan, René Dumont, Edgar Faure et Pierre Mendès France, Jules Mock, Jean Saint-Denis, Kurt Waldheim, le général Giap, Henry Kissinger, Robert McNamara, le cardinal Villot, secrétaire du pape, et tant d'autres personnalités que je ne peux pas énumérer ici, il y en a des dizaines. En octobre 2009, alors que nous allions pénétrer dans la salle comble du théâtre municipal de Cambrai, à l'invitation de l'Université du Temps Libre, je lui prédis un accueil royal. Il me répondit avec beaucoup d'humour, « Accueil royal, c'est bien, mais qu'on ne doute pas de mes convictions républicaines. » Effectivement, il a été reçu par une longue ovation debout pendant un bon moment par 500 personnes. Sur la route du retour, il m'a dit que les gens du Nord étaient bien polis. Ils m'ont applaudi parce que je suis un vieux monsieur. Plus tard, vous verrez, ils feront la même chose pour vous. J'attends toujours. Hein. Ce jour-là, évoquant Caluire, il me taquina en m'invitant à me boucher les oreilles pour signaler que c'était un tribunal militaire qui avait acquitté René Hardy en 1950. Toujours délicat, il s'assura que sa remarque ne m'avait pas choqué. Bien sûr que non. Dans son livre « Où la mémoire s'attarde », il écrit que la vie n'a pas manqué de lui apporter les occasions de jugements négatifs sur la chose militaire. « Mon général, je n'aime pas les militaires, mais vous, je vous aime bien.
Ouf. Dans une longue conversation, je tentais, sans le convaincre, semble-t-il, de lui expliquer qu'en temps de paix comme en temps de guerre, ce sont les politiques qui choisissent les chefs militaires et qui leur accordent ou pas les moyens d'agir. Le lendemain, sa gardienne d'immeuble, originaire du Nord, lui montra la page du journal L'Observateur du Cambrésis relatant la visite d'un héros de la résistance. Il me reparla souvent de cette journée, avec émotion et ravissement. Il ne me l'a pas dit, mais le mot héros n'a pas dû lui plaire. Je sais qu'il n'affectionnait guère ce mot appliqué à sa personne. Je l'ai souvent entendu dire « les héros sont morts, moi j'ai survécu, je devrais être mort depuis longtemps, j'ai eu beaucoup de chance ». Est-ce de l'humilité feinte? Non, non. Tous les résistants que j'ai eu l'honneur de rencontrer étaient ainsi. Ils disaient qu'ils n'avaient fait que leur devoir. Parce qu'ils avaient l'impulsion de résister, il leur fallait faire quelque chose. Un jour, chez Serge Ravanel, qu'il appelle, je le cite, « mon ami intime » dans ses mémoires, chez Serge Ravanel, Raymond Aubrac énuméra ce qu'étaient à ses yeux les 4 qualités essentielles du résistant: volontaire, discipliné, solidaire, optimiste. Surtout optimiste, me dit-il. Et il ajouta, « J'espère que vous êtes optimiste, mon général. » Il m'appelait toujours mon général et je l'appelais Monsieur Aubrac, sauf une fois, où je lui ai dit « Bonjour, mon colonel », car, capitaine honoraire à la fin de la guerre, il avait reçu en 1948 une lettre du ministre de la Défense le nommant colonel au titre de la résistance. Il n'a jamais su pourquoi. Ma petite plaisanterie l'a beaucoup amusé. En 2010, à la demande d'une enseignante en histoire du lycée Notre-Dame-des-Oiseaux à Paris, Raymond Aubrac témoigna devant 120 élèves de terminale et une dizaine d'enseignants sur les valeurs de la résistance. Abnégation, discipline, courage, fidélité, don de soi, désintéressement, droiture, capacité de dire non, respect. Là encore, il fut longuement ovationné. Le journal du lycée relata, je cite, « le témoignage passionné et passionnant, les échanges dynamiques avec les élèves. Plus que le devoir de mémoire, ceux-ci ont expérimenté avec M. Aubrac ce qui en constitue la source, le devoir de connaissance. » La même année, après une rencontre avec les jeunes gens de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, EPID, de Cambrai, nous nous sommes rendus sur la base aérienne pour échanger avec des collégiens de 3e qui recevaient une formation complémentaire en instruction civique et en sport. Ce sont les cadets de la défense. Au cours du déjeuner offert par le colonel commandant la base, avant cette rencontre, Raymond Aubrac raconta aux convives présents, le député-maire, le sous-préfet, l'inspecteur d'académie, que, commissaire de la République à Marseille, il avait bien connu son homologue et ami à Lille, François-Louis de Clauzon, puisque le général de Gaulle réunissait régulièrement à Paris les 18 commissaires de la République régionaux. Il aimait rappeler que, né le jour de l'assassinat de Jean Jaurès, le 31 juillet 1914, il était le plus jeune d'entre eux, le plus jeune des commissaires
régionaux de la République. Puis, il captiva son auditoire en racontant son premier contact clandestin avec Jean Moulin, début janvier 1942, devant les colonnes du théâtre municipal de Lyon. Après l'échange des mots de passe, la lune est verte, non elle est carrée, Jean Moulin lui dévoila l'ordre de mission du général de Gaulle, miniaturisé et caché dans le fond d'une boîte d'allumettes. L'occasion a aussi été donnée à Raymond Aubrac de rappeler, non sans fierté, qu'il était le dernier survivant avec l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing à avoir exercé le droit de grâce. Le repas terminé, vint le moment de s'adresser aux élèves. Raymond Aubrac évoqua l'appel du 18 juin. Je le cite, « Message d'espoir et d'optimisme dans une période désespérante ». Et comme à chacune de ses interventions, il évoqua les valeurs de la résistance. L'engagement en résistance, leur dit-il, est un acte volontaire de désobéissance. Désobéir, c'est prendre en compte les valeurs auxquelles on croit. Puis il invita les jeunes à se servir plus tard de leur carte d'électeur. Vous voterez en obéissant à votre conscience. L'échange terminé sur la base aérienne, Raymond Aubrac fut convié à rejoindre les jeunes gens dans le hangar d'un escadron de chasse. Vous voyez ici à gauche l'adjoint au maire de Cambrai chargé d'organiser la visite et à droite le colonel Gernet, commandant la base aérienne de Cambrai, qui est maintenant général. Bref exposé du commandant d'escadron, puis photo de groupe. Sur la route du retour, ravi de l'accueil qui lui avait été réservé, il me confia n'avoir jusqu'à ce jour jamais eu l'occasion de mettre les pieds sur une base aérienne, ajoutant, lui qui ne se cachait pas d'être, selon son propre terme, antimilitariste, « Vous avez réussi un bon coup, me dit-il. Ils sont sympathiques, ces militaires, je suis très content. » Ouf. La Voix du Nord publia la photo de Raymond Aubrac, que vous voyez, je pense, vous voyez la canne qu'il tient au premier rang, un peu sur la gauche. Cette photo de Raymond Aubrac qui, dit-il dans ses mémoires, qui aurait aimé faire son service militaire dans l'aviation, Raymond Aubrac posant avec les jeunes gens devant un Mirage 2000 de l'armée de l'air française. Serge Ravanel, déjà cité, celui que Lucie Aubrac considérait comme son jeune frère, polytechnicien, chef national des groupes francs à 23 ans, chef des forces françaises de l'intérieur de la région Midi-Pyrénées à 24 ans, avec le grade de colonel, le plus jeune colonel de la résistance, libérateur de Toulouse, dont un boulevard porte le nom, était de ces héros qui n'acceptaient pas d'être qualifiés ainsi. Leur personnalité m'impressionnait, leur humilité était naturelle. Un exemple, quelques semaines avant son décès, le 27 avril 2009, dans une chambre de l'hôpital du Val-de-Grâce, Serge Ravanel me fit part de ses interrogations. Il me dit « Je ne sais toujours pas pourquoi le général Koenig, chef des FFI, m'a choisi pour devenir chef régional, alors que 4 autres personnes, dont un commissaire de police, pouvaient aussi bien faire l'affaire. » Et de même, en 2011, Raymond Aubrac s'étonnait devant moi de se voir décerner
la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. Pourquoi et pourquoi moi? À sa demande, je lui décrivis le processus de nomination. Je lui expliquai que seulement 2 ou 3 grands croix étaient décernés en moyenne chaque année et qu'il s'agissait toujours d'une décision personnelle du président de la République. Pour se faire remettre la décoration, il choisit un grand résistant de la France libre, le professeur François Jacob, lui-même Grand Croix, chancelier de l'Ordre de la Libération, membre de l'Académie française, prix Nobel de médecine, ancien président de l'Académie des sciences. François Jacob et Raymond Aubrac. Aujourd'hui, leurs chemins convergent. Ils ne se connaissaient pas. Ensemble, la France libre et la résistance intérieure, et leurs 2 figures emblématiques, Leclerc et Moulin, placés au rang de gloire nationale. Chef naturel de la France libre dès le 18 juin 1940, De Gaulle n'a été reconnu comme chef de la résistance intérieure qu'en mars 1943, grâce à la ténacité et à l'autorité de Jean Moulin, unificateur des mouvements de résistance et président du Conseil national de la résistance. Raymond Aubrac, cofondateur du mouvement Libération Sud avec Emmanuel Dastier de la Vigerie, et chef de l'organisation paramilitaire de ce mouvement dès l'été 1942, a toute sa part dans la mise en œuvre et le succès de cette grande et périlleuse entreprise menée à bien par Jean Moulin. Étant ce 5 mars 2011 l'un des rares invités de M. Aubrac à la remise de décoration, aux côtés de la famille réunie, c'est ce jour-là que j'ai vraiment pris conscience que je comptais pour lui. Une consécration en quelque sorte. Après tout, il aurait pu ne pas m'inscrire sur sa liste des invités. Avant le début de la cérémonie, il a eu la grande amabilité de me présenter à François Jacob, le général Barbeau de l'Académie française. Humour toujours, même dans une circonstance aussi solennelle. François Jacob sourit, je lui donnai les explications qu'il attendait et nous avons conversé quelques minutes sous l'oreille attentive du récipiendaire. Des moments inoubliables pour moi. Mon intérêt pour l'Académie française intriguait Raymond Aubrac et attisait sa curiosité. Pourquoi vous intéressez-vous à l'Académie française? Il me posa toutes sortes de questions et il rit d'apprendre que, âgé de plus de 75 ans, le règlement l'empêchait de se porter candidat. Un jour, il me promit d'assister à l'une de mes conférences si elle avait lieu dans le 13e arrondissement de Paris, celui de son domicile. Mais il est parti trop vite. Début mars 2012, Raymond Aubrac me téléphona. Mon général, nous n'avons pas fini notre conversation. Effectivement, et nous ne l'avions jamais fini. Je lui rendis visite le 9 mars à 17h. Il me raconta longuement de quelle manière De Gaulle, chef du gouvernement provisoire depuis quelques semaines, lui recommandait de résoudre dans la région de Marseille le problème de la fixation des salaires rendu épineux du fait des opinions divergentes du ministre des Finances, Pierre Mendès France, et du ministre de l'Intérieur, Adrien Tixier. Pierre Mendès France disait « Il faut diminuer les salaires de 30%
Adrien Tixier disait « il faut les augmenter de 40%. » Et puis, il s'interrogea à haute voix. Il me dit « Je me demande aujourd'hui encore pourquoi De Gaulle m'a nommé commissaire de la République à Marseille. » Vous voyez Raymond Aubrac ici derrière le général de Gaulle, sur la gauche, du côté des militaires qui présentent les armes. Pourquoi le général de Gaulle m'a nommé commissaire de la République alors que je n'avais que 30 ans et que je lui ai toujours dit non? Non pour tous les postes qu'il m'a proposés. Chef d'état-major du général Koenig, commandant des FFI du Nord. Chef d'état-major du général Cochet, qui commandera bientôt au Sud. Directeur des affaires culturelles au ministère des Affaires étrangères. Directeur adjoint de son cabinet à Alger. Un seul poste l'aurait intéressé, et il l'a dit au général, celui de directeur des affaires politiques au ministère de l'Intérieur, là où est le pouvoir. Sinon, il préférait rester officier parachutiste. Je me hasardai à lui proposer mon point de vue, s'il voulait bien me décrire avec exactitude comment s'était passé l'entretien. De Gaulle l'a fait appeler le 4 avril 1944, alors que sous-lieutenant chez les parachutistes, il s'entraînait pour participer le jour venu à la libération de la France. Salut réglementaire, refus des postes proposés, nouveau salut réglementaire, demi-tour réglementaire et sortie. Raymond Aubrac m'interrogea. Qu'en pensez-vous? Eh bien, Monsieur Aubrac, je pense que De Gaulle a tout simplement vu que vous lui ressembliez. Vous êtes militaire, nous sommes en guerre, vous dites oui au parachutisme et non pour un emploi de bureau. Vous vous montrez indocile, voire rebelle. En quelque sorte, vous désobéissez au général, puis vous le saluez avec respect avant de partir. Vous lui avez dit non, comme lui-même a dit non un certain 18 juin. Le général ne pouvait pas vous en vouloir, puisque, selon moi, vous lui ressembliez. J'ai donné mon avis parce qu'il me le demandait. Il était attentif et il semblait intéressé. Je crois très modestement que cette interprétation lui a plu. Et puis, vers 20 heures, il me proposa de regarder les informations avec lui sur la 2. J'acceptai volontiers et le quittai à 20h30. Heureux d'avoir passé un long moment avec lui. Nous convînmes de nous revoir en mai. Il décéda le 10 avril 2012, un mois après notre dernière rencontre. Il n'a malheureusement pas pu se rendre comme cela était prévu, la veille, le 9 avril à 18h, au lycée Louis-le-Grand à Paris, à l'invitation de l'Association des professeurs d'histoire. La République lui a rendu un solennel hommage. Le président, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les candidats à l'élection présidentielle, tous étaient présents aux Invalides. J'y étais aussi. Nous avons entendu Jean-Louis Crémieux-Briac, l'ami proche et grand résistant de la France libre, déclarer, je cite, que Raymond Aubrac est devenu, avec son épouse, un symbole et une légende de la résistance, et que ce couple, désormais mythique, continue de dresser le flambeau de la justice et de l'espérance. Chers amis de l'Académie, en m'ayant élu au 4e fauteuil, vous m'avez offert de succéder à une grande figure de l'armée des ombres, un homme de caractère, à l'esprit libre et exigeant,
un humaniste engagé, viscéralement attaché aux valeurs républicaines et aux valeurs de la résistance contenues dans le pacte national du Conseil national de la résistance, dont il cultivait si bien l'esprit et qu'il savait transmettre avec conviction, sobriété et constance, notamment auprès des jeunes. Je m'honore et je mesure ma chance d'avoir croisé le chemin de cette personnalité hors du commun, un politique au sens noble du terme, et aussi un ingénieur dans l'âme. La dédicace de ses mémoires est celle d'un vieil ingénieur toujours résistant, au courage impressionnant, d'une grande élégance morale, d'une extrême gentillesse, curieux de tout. J'ai apprécié son intelligence supérieure, son immense culture, son sourire plein d'une malice distanciée, son humour délicat et réconfortant, la finesse de son regard. Je m'honore d'avoir reçu son témoignage précieux et d'avoir bénéficié de ses messages porteurs d'avenir, de sa brillante pensée, de sa bienveillance, de sa complicité et peut-être, j'ose l'espérer, de son affection. Je vous remercie. Et merci beaucoup, Michel Barbeau, mon général, pour cette magnifique présentation. Jean-François, donc, je te laisse la parole pour le débat. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, effectivement, à mon tour de remercier chaleureusement Michel Barbeau, le général Barbeau, pour cette magnifique conférence tout à fait originale. Effectivement, vous êtes le biographe de Raymond Aubrac, mais contrairement à un certain nombre de biographes, je suis de temps en temps, vous avez côtoyé de manière très intime Raymond Aubrac. Et il y a un terme que je retiens et qui a parcouru toute cette présentation, c'est celui de conversation. C'est effectivement à travers ces conversations avec lui que vous avez pu cerner de manière tout à fait originale cette personnalité et nous en faire bénéficier. Alors, vous avez dit au tout début que nous connaissions probablement l'histoire de la résistance qui a conduit Raymond Aubrac à être cet anti-héros que vous avez si magnifiquement décrit. Je ne suis pas certain que nous connaissions tous cette histoire de la résistance. Alors, soit peut-être avant que quelques personnes posent des questions, vous pourriez évoquer l'un ou l'autre des faits de résistance, peut-être liés aussi à notre région, puisque vous savez que au Vigan, il y a une salle Lucie Aubrac et que effectivement, il a été fondateur de notre académie. Donc, il y a des liens entre Raymond Aubrac et notre pays viganais. Alors, soit vous avez une ou deux anecdotes complémentaires à nous donner. Alors, si j'ai bien compris, Jean-François, c'est pour parler un petit peu du contexte dans lequel Raymond Aubrac est arrivé dans la résistance. Oui. Et ce Oui. qu'il a fait. Alors, pour ceux qui étaient présents à la conférence que j'ai faite en septembre 2018 à l'Académie des Hauts-Cantons sur l'arrestation, le mystère de l'arrestation de Jean Moulin à Caluire, et Raymond Aubrac était aussi à Caluire. Donc, j'ai parlé un peu de cela et je vais faire un petit rappel bref du contexte. Pour comment dire, en ce qui concerne la France libre, il n'y avait pas de problème particulier puisque De Gaulle était le chef naturel de la France libre à partir du 18 juin 1940. C'était simple. Pour la résistance, c'était beaucoup plus compliqué car il existait, comme vous le savez, des mouvements de résistance qui s'étaient créés petit à petit pour commencer en zone libre. Et les trois grands mouvements les plus connus, c'est le mouvement combat, dirigé par Henri Freinet, qui était un capitaine d'actif de l'armée de terre, Franc-Tireur dirigé par Jean-Pierre Lévy, dont le fils d'ailleurs, conseiller à la Cour des comptes,
est actuellement le président de la Fondation de la Résistance, et puis Libération Sud, qui avait été créée par Emmanuel Dastier de la Vigerie et justement Raymond Aubrac et quelques autres. Et en fait, c'est Lucie Aubrac qui a commencé à faire de la résistance. Évidemment, au début, il s'agissait de distribuer des tracts, coller des affiches pour le mouvement Libération Sud. Et c'est quand Raymond Aubrac a connu Lucie Aubrac, puisque tous les deux habitaient Strasbourg, Lucie était enseignante, était agrégée d'histoire, géographie et enseignait à Strasbourg, et Raymond Aubrac était donc sous l'uniforme, officier du génie à Strasbourg, et c'est là, et c'est en tant que tel qu'il a été arrêté, comme je l'ai dit un petit peu plus tard. Donc, ils ont fait ensemble, ils ont commencé ensemble la résistance au sein du mouvement Libération Sud, auquel a appartenu d'ailleurs le petit frère entre guillemets, de Lucie Aubrac, Serge Ravanel, que j'ai très bien connu également, comme vous avez pu le deviner. Et donc, petit à petit, ces trois mouvements ont pris de l'ampleur et c'est à ce moment-là, bon, je résume, hein, que Jean Moulin, qui était préfet de Chartres, révoqué et qui a fait un petit tour de France, notamment, enfin, et surtout en région sud, pour regarder un peu comment ce qui se passait, quels étaient les mouvements de résistance qui se créaient. Et ensuite, il s'est rendu à Londres pour proposer ses services au général de Gaulle. Et donc, Jean Moulin a été chargé par le général de Gaulle de regrouper, de coordonner et, si possible, de regrouper ces différents mouvements. Bon, je résume, hein. Et donc, dans un premier temps, il y a eu une fusion des formations paramilitaires de ces mouvements. Raymond Aubrac était le responsable dès le mois d'août 1942 de la formation paramilitaire du mouvement Libération Sud. Voilà. Alors, ces mouvements, ces formations paramilitaires avaient en charge de trouver des armes, de trouver du personnel pour lever, si je puis dire, la nation en armes, pour armer la population pour, donc, pour le moment où viendra la libération, voire avant. Bon, il y a eu pas mal de discussions sur le sujet. Donc, cette fusion des formations paramilitaires a préfiguré la fusion des mouvements eux-mêmes en mars 1943. C'est ce qu'on appelle les MUR, MUR, Mouvement Uni de la Résistance, et puis la création du Conseil national de la Résistance. Ça, c'était une mission qu'avait confiée le général de Gaulle à Jean Moulin. Jean Moulin s'est rendu à Londres 2 fois pour rencontrer le général de Gaulle, et notamment en 1943, début 1943, il a été fait compagnon de la libération en petit comité. C'était vraiment une cérémonie très émouvante. Et donc, la création du CNR s'est faite le 27 mai 1943 à Paris, au 48 rue du Four, dans le 6e arrondissement. Et c'est donc ainsi que s'est formée la coordination des mouvements de résistance. Et le général de Gaulle avait nommé un chef de l'armée secrète qui devait donc superviser toute cette activité paramilitaire. C'était le général de Lestrin. Le général de Lestrin avait été le supérieur hiérarchique du général de Gaulle à Metz, et le général de Gaulle commandait un régiment d'infanterie, le général de Lestrin commandait la brigade, et donc le général de Gaulle a nommé le général de Lestrin, âgé de 64 ans, chef de l'armée secrète. Et c'est parce que le général de Lestrin a été arrêté à Paris, au métro La Muette, le 9 juin 1943. Bon, à la suite, toutes les arrestations pendant la guerre étaient dues à soit une trahison, soit une erreur de boîte aux lettres ou une parole prononcée au mauvais moment devant des personnes qui n'étaient pas très discrètes a priori. Et donc, cette réunion de Caluire a été organisée à la va-vite par Jean Moulin pour trouver un successeur au général de Lestrin. Et
Donc, cette réunion a eu lieu chez chez un ancien collaborateur au cabinet de Pierre Cotte, puisque Jean Moulin était chef de cabinet de Pierre Cotte, donc il avait gardé beaucoup de relations avec certains membres du cabinet qui ont fait de la résistance ensuite. Et voilà comment Raymond Aubrac, qui avait rencontré, je l'ai dit, Jean Moulin dès le mois de janvier 1942 et avait pris rendez-vous avec lui le 20 juin 1943, la veille, et c'est ce jour-là qu'il lui a présenté sa femme dans un jardin de Lyon, en bas du funiculaire. Il a présenté sa femme et le petit Jean-Pierre, qui était né le 3 mai 1941, avant de monter ensemble le lendemain, prendre le funiculaire pour aller à Caluire. Et là, il devait rencontrer l'un des participants, le colonel Schwarzfeld. Et donc, ils sont arrivés un peu en retard à cette réunion de Caluire. Et ensuite, donc, vous connaissez l'histoire, mais je peux en parler si vous voulez. Et c'est comme cela que, par erreur, la dame qui a ouvert la porte de la maison du docteur Dugoujon, au lieu d'emmener Jean Moulin, Raymond Aubrac et le colonel Schwarzfeld au premier étage où attendaient déjà les 5 autres participants à la réunion, 4 qui étaient invités et 1 qui n'était pas invité du tout, c'était René Hardy justement, qui n'était pas du tout invité. Eh bien, donc par erreur, elle a demandé à ces 3 personnes de se mettre dans la salle d'attente. Et donc, quand Klaus Barbie est arrivé avec ses hommes, il a immédiatement arrêté Jean Moulin, sans savoir qui il était, Raymond Aubrac et le colonel Schwarzfeld. Voilà. Et donc, ensuite, c'est l'histoire que vous connaissez peut-être de l'évasion de René Hardy, de son arrestation, du jugement qui a été prononcé par le tribunal de la Seine, son acquittement, puis ensuite, on a su ensuite qu'il avait été arrêté par les Allemands dans le train entre Paris et Lyon avant la réunion de Caluire. Il ne l'avait pas dit. Donc, nouveau procès, celui dont j'ai parlé, devant un tribunal militaire, le tribunal de la Seine s'étant déclaré incompétent. Et donc, le tribunal militaire qui donc a jugé à nouveau Hardy, et comme il fallait au moins 2 voix d'écart pour le condamner, René Hardy a été acquitté puisque 4 juges militaires sur les 7, donc 4 pour la condamnation et 3 pour l'acquittement, il en fallait 5, et donc il a été une nouvelle fois acquitté. Voilà. Alors Raymond Aubrac, lui, a été, comme vous le savez, incarcéré à la prison de Montluc. Il a été interrogé à plusieurs reprises par Klaus Barbie. Il en parle dans ses mémoires, où la mémoire s'attarde. Hein. Je vous invite à relire ce livre qui est passionnant. Et puis, il est resté en cellule. Enfin, à chaque fois, il était reconduit à la prison de Montluc. Il revenait au siège de la Gestapo, qui est comment dire, la faculté de médecine de Lyon, qui était donc le siège de la Gestapo à l'époque. Et puis, il avait appris qu'on fusillait parfois les condamnés dans leurs cellules, donc il avait demandé au directeur de la prison d'être placé, d'être fusillé sur un poteau d'exécution. Puis finalement, donc, comme vous le savez, il a été libéré. J'en ai parlé au tout début. C'était vraiment un fait absolument extraordinaire, libéré par un commando dirigé par sa femme. Pourquoi dirigé par sa femme? Parce que normalement, il y avait eu un premier essai le 21 septembre 1943. Lucie Aubrac était allée voir le siège de la Gestapo et avait dit que elle était enceinte, qu'elle faisait partie de l'aristocratie lyonnaise et qu'elle était enceinte de ce monsieur qui s'appelait Claude Hermelin. Hein, c'est
son nom est ainsi écrit sur le registre d'écrou de la prison et que donc il était bon qu'elle se marie avant que son fiancé soit exécuté. Et une opération commando était prévue le 21 septembre 1943, mais elle a échoué. Elle a échoué parce que le camion qui transportait Raymond Aubrac et d'autres prisonniers de la prison de Montluc au siège de la Gestapo roulait beaucoup trop vite sur le boulevard des Hirondelles. Donc il a fallu remettre à plus tard. Et plus tard, eh bien, une autre occasion s'est présentée le 21 octobre 1943 et sur le trajet aller, prison de Montluc, siège de la Gestapo, eh bien, le problème, c'est que l'une des voitures qui donc participait à ce coup de main est tombée en panne. Et une petite anecdote, quand j'ai vu Lucie Aubrac en décembre 2006, elle est décédée en mars 2007, en décembre 2006 chez elle, nous avons longuement discuté, elle m'a dit, 67 ans après, elle m'a dit, est-ce que vous trouvez normal qu'une voiture tombe en panne un jour comme celui-là? Et ça l'avait beaucoup marqué. Et effectivement, l'une des tractions est tombée en panne. Et donc, il a fallu remettre ça un petit peu plus tard. Et donc, l'opération a été reportée au même jour, mais l'après-midi. Au lieu d'intervenir sur le trajet prison de Montluc, siège de la Gestapo, pour un interrogatoire de Raymond Aubrac, eh bien, l'opération a eu lieu sur le chemin du retour à 17h30. Cette opération était organisée par Serge Ravanel, dont je vous ai parlé, qui était le chef national des groupes francs, et c'est lui qui avait mis au point le commando et qui devait le diriger, sauf que 2 jours avant, il avait été arrêté par la Gestapo lui-même. Et comme il était juif et il était communiste, il savait très bien ce qu'il attendait. Il fallait absolument qu'il s'évade. Et pour la 3e fois, il s'est évadé. Il a sauté par la fenêtre de l'immeuble où il était, du 1er étage. Il est tombé dans un poulailler. Il s'est fait mal à la cheville. Il a couru. Il a sauté dans l'Ain. Et comme c'était un grand sportif, il avait 23 ans, très grand sportif, il a fait de l'apnée très longtemps. La police et la Gestapo n'ont pas retrouvé. Il a marché, il est sorti un petit peu plus loin. Il a marché 40 ou 50 kilomètres. Il est venu se réfugier chez Lucie Aubrac, qui lui a dit, écoute, tu n'es pas en état pour diriger le commando. Eh bien, c'est moi qui vais le commander. Donc, je vous ai expliqué, le 21 octobre, ça n'a pas marché le matin et l'après-midi, donc à 18h, mitraillette en main, eh bien, elle a attaqué le camion. Les chauffeurs ont été tués. Les prisonniers, les résistants qui étaient dans le camion, 13 personnes au total. Raymond Aubrac avait la chance d'être, comment dire, il était au bord de la route, il était dans le camion, mais pas au fond, il était au bord, et il était attaché avec un jeune résistant. Donc il s'était dit, il m'en a souvent parlé, il s'était dit, il savait très bien qu'il y avait une opération qui se préparait, il voyait bien l'attraction en plus qui était derrière, et il s'était dit, quand il faudra sauter du camion avec un jeune, ce sera plus facile. Donc voilà, tout s'est bien passé. Le chauffeur et son voisin ont été tués, bien sûr. Et ensuite, donc, Raymond Aubrac a été emmené avec les autres résistants. Il y avait 3 tractions et une camionnette. Donc, 13 résistants ont été conduits comme ça. Ensuite, bien évidemment, Lucie Aubrac et Raymond ont dû se faire discrets. Ils étaient poursuivis, ils étaient recherchés partout par la gendarmerie, la police, la Gestapo. Donc, ils ont erré de refuge en refuge chez des amis. Raymond Aubrac en parle dans son livre, et aussi Laurent Douzou dans son livre que j'ai là, je ne sais pas si vous le voyez, qui s'appelle Lucie Aubrac, qui raconte dans le détail la vie de Lucie Aubrac et bien entendu également la vie de Raymond Aubrac à partir de leur union et jusqu'à la fin de leur vie. Il y a tous les détails. Et à ce moment-là, eh bien Lucie Aubrac, qui était enceinte, ce n'était pas une blague,
Elle était enceinte. Il fallait absolument que le couple quitte la France. Alors, vous savez comment ça se passait? C'était le BCRA, le Bureau central de recherche et d'action, qui avait été créé à la demande du général de Gaulle par André de Wavrin, alias le colonel Passy. C'est le BCRA sur les services secrets, on dirait aujourd'hui la DGSE, qui organisait les rapatriements, notamment des aviateurs anglais qui étaient abattus, des résistants qui étaient recherchés, qu'il fallait absolument faire quitter la France et transporter en Angleterre par un moyen ou un autre. Ça pouvait être un bateau, un sous-marin, un avion. Et là, en l'occurrence, eh bien, Raymond et Lucie Aubrac ont pu enfin, après quelques échecs, être mis dans un avion, dans un Hudson, qui est un avion. Le Hudson, c'est un avion qui était mis en service à partir de la fin de l'année 42 et qui est un avion bimoteur américain et qui pouvait transporter une dizaine de passagers. Voilà, il fallait une piste de 800 mètres, donc ce n'était pas facile. Les pistes étaient répertoriées par les services secrets de Londres. Ils avaient donc la liste des pistes, des endroits possibles, c'était des champs souvent, et cet avion avait une autonomie assez grande qui lui permettait d'aller de la Grande-Bretagne sur tout le territoire français. Voilà, donc Lucie Aubrac et Raymond Aubrac ont eu la chance de pouvoir être rapatriés en Grande-Bretagne début février, après beaucoup de frayeurs, parce que l'avion, alors il fallait que ce soit un jour de pleine lune, parce que évidemment on n'allume pas toutes les lampes partout, il fallait que le terrain soit distant d'au moins 4 km d'une gendarmerie ou d'un village. Donc, et ce jour-là, l'avion s'est embourbé. Il a fallu faire appel à une vingtaine de paysans des alentours pour désembourber l'avion. Et finalement, avec un peu de chance, eh bien, il faut bien le dire, Raymond, Lucie et le petit Jean-Pierre ont pu donc arriver en Grande-Bretagne. Et 4 jours plus tard, Lucie a donné naissance à sa fille Catherine, à qui elle a donné un deuxième prénom, qui est le prénom Mitraillette. Voilà, donc c'est Catherine Mitraillette, qui a aujourd'hui 77 ans, donc, et qui habite à Grenoble. Voilà, alors ensuite, Raymond Aubrac et donc tous les deux sont restés à Londres et sont allés aussi à Alger. Celui-ci, Aubrac, a été élu à l'Assemblée consultative d'Alger. Et puis, Raymond Aubrac, donc, je vous l'ai dit, s'était entraîné au parachutisme. Et puis, vous connaissez l'histoire ensuite. Donc, il a été nommé par le général de Gaulle préfet, donc commissaire de la République à Marseille. Et c'est anecdotique, mais le commissaire de la République, il en avait 18. Il y avait Michel Debré à Angers un petit peu plus tard. Les commissaires de la République étaient chefs de gouvernement. Et Raymond Aubrac était le chef du gouvernement de 3 millions de personnes dans la région actuelle PACA, plus la Corse. Et donc, il nommait les préfets, il nommait les maires, il a nommé Gaston Defferre, maire de Marseille, lequel a été élu ensuite en 1953. Il a nommé les magistrats, il a exercé le droit de grâce, il a fixé les prix, il a fixé les salaires, il a fait des réquisitions. Et puis, il a été relevé de ses fonctions en janvier 1944. Oui, mais Hilaire Giron. En général, pour cette brillante exposé passionnant, et dont je ne connaissais pas bien sûr les détails tels que vous les présentez. Mais une question me survient à propos évidemment de l'arrestation de Caluire. Vous semblez dire que le mystère demeure. J'avais cru comprendre qu'il y avait là la maîtresse de René Hardy qui avait été mise dans ses bras, si j'ose dire, par la Gestapo. Donc cette hypothèse ne semble pas avoir été vérifiée. Alors vous voulez parler de Lydie Bastien? C'est ça, Lydie Bastien, exact. La belle Lydie Bastien. Alors, elle a
son histoire, et on connaît Lydie Bastien, c'était la fiancée de René Hardy, une très belle femme. Elle a eu un rôle un peu ambigu. Et les historiens, on ne sait pas très bien quel était son rôle. Il y a beaucoup de livres, vous imaginez, qui ont été écrits sur Caluire, et notamment un livre tout particulièrement Et Anne. concernant particulièrement Lydie Bastien, que j'avais d'ailleurs prêté à Alain Di Meglio, je ne sais pas s'il se souvient, et à son épouse, et aussi à l'épouse de Jean-Pierre. Alors Lydie Bastien elle avait un rôle un peu ambigu, et on pense qu'elle avait essayé, elle avait des relations avec la Gestapo, mais elle elle était résistante aussi à la fois, et elle essayait elle finassait un peu entre la Gestapo et la résistance, et c'est cela qui fait dire justement que René Hardy peut être à l'origine de cette arrestation de Caluire, peut-être malgré lui. Bon, il a été acquitté 2 fois, et donc Lydie Bastien, elle n'a pas été interrogée au premier procès, elle a été interrogée au deuxième procès devant le tribunal militaire en 1950. Et son rôle, elle n'a pas été inquiétée par la suite, mais elle a toujours eu un rôle un peu ambigu, même très ambigu, et elle avait des relations avec la Gestapo, mais elle n'a jamais été reconnue comme étant une collaboratrice. Merci. Je vois qu'André Tessier-Ducrot a levé la main, mais je ne le vois plus à l'écran. Je ne suis pas à l'écran parce que ma caméra ne marchait pas. Je voudrais d'abord remercier vivement notre conférencier et simplement ajouter un détail que Lucie Aubrac m'avait raconté au cours d'un déjeuner avec elle et Raymond à Pondéreau en 2006 et que j'ai vu confirmer dans un de ses écrits traduits en anglais. Quand elle est arrivée à Londres à bord du Lockheed Hudson dont le général Barbeau a parlé, elle était proche d'accoucher, bien entendu, vous l'avez compris, physiquement absolument épuisée et dans un état moral de contrainte extrêmement sévère. Et que par conséquent, la première chose qu'elle avait fait arrivée à Londres avait été d'éclater en sanglots. Réaction parfaitement normale quand tout d'un coup, la détente se produit. Je voulais donc ajouter ce détail qui, disait-elle, avait fait que les infirmières anglaises la regardaient d'un air soupçonneux en disant ça, une héroïne de la résistance française, non. Très bien, merci beaucoup. Et il faut savoir que quand un résistant était rapatrié en Grande-Bretagne, il était interrogé sévèrement. Raymond Aubrac et Lucie Aubrac, peut-être avec un peu de ménagement pour Lucie qui était enceinte, mais en tout cas les jours suivants certainement, tous les résistants qui arrivaient à Londres étaient interrogés par les services secrets très longtemps et de manière très détaillée. On voulait s'assurer qu'ils étaient vraiment des résistants et qu'ils n'avaient pas joué un rôle ambigu. Merci. André, je profite de ce que tu as dit tout à l'heure, que donc rencontré Raymond Aubrac à Pondéreau en 2006. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur les liens entre Raymond Aubrac et notre région? Alors, je ne peux pas dire autre chose que ce que le général Barbeau a déjà expliqué. La raison de ce déjeuner, c'était que Lucie et Raymond Aubrac voulaient rencontrer mon père, François Tessier-Ducrot, pour parler de notre mère, Jeannette Tessier-Ducrot, et de son trajet à elle aussi, qui a été raconté et enfin traduit en français dans son livre Le Chardon et le Bleuet. Et je me souviens très très bien que Lucie et mon père avaient fortement sympathisé, s'étaient promis de se revoir, ce qui ne s'était pas fait. Voilà tout. D'accord. Est-ce qu'il y a eu du lien entre les maquis des Cévennes et puis Raymond Aubrac ou pas? Alors non, à ce moment-là, il n'y en a pas eu que je sache.
quoique je ne suis pas du tout une source fiable là-dessus. Est-ce que Romain Daudet ou Mireille Killick-Hendricks peut dire quelque chose là-dessus? Mireille? Je pense que vous le savez tous, mais les Aubrac habitaient Sumène, où je vis, depuis longtemps. Enfin, je veux dire, ils avaient une résidence d'été. La maison est toujours occupée par la famille de temps en temps. Et ils passaient de nombreuses vacances ici. Ils avaient énormément de contacts avec la population qu'ils appréciaient enfin, énormément parce que par leur simplicité, leur gentillesse, leur humour. Donc, ils étaient implantés dans les Cévennes depuis pas mal de temps. Donc, vous le saviez, je suppose. Je crois qu'il ne faut pas dire que nous savions tous, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Alors, mais ici ils circulaient dans le village régulièrement, ils papotaient, lorsqu'ils étaient abordés par les habitants, ils répondaient très gentiment, etc. Voilà. Et je regrette d'ailleurs que de nombreuses personnes un petit peu âgées maintenant n'aient pas pu assister à cette conférence. Voilà. J'envisage peut-être quand ça sera à nouveau disponible sur le site de l'Académie, j'envisage d'inviter quelques personnes à regarder cette conférence. Très bien. Est-ce que Romain Daudet, merci Mireille, est-ce que Romain Daudet pourrait compléter par rapport au lien entre l'Académie et puis Raymond Aubrac? Tu as l'histoire, je pense, peut-être que moi. J'ai peu d'éléments à communiquer là-dessus, puisque le lien entre l'Académie et la famille Aubrac s'était fait par l'entremise de maître Charles Reboul et Maurice Castagnier. Maurice Castagnier, ancien résistant, avait fait le lien finalement entre la famille Aubrac et l'Académie des Hauts-Cantons, qui à l'époque était en gestation. J'ajouterai un mot sur l'idée de terre de refuge, à savoir que les Aubrac étaient à Sumène, mais les Lévi-Strauss étaient à Valrogge. Et ça, André peut le confirmer, les parents de Claude Lévi-Strauss étaient voisins des Tessier-Ducrot à Valrogge. Donc il y avait toute cette, j'allais dire, tout cet ensemble de personnes qui se retrouvaient un peu sur ces terres de refuge pour aller s'y ressourcer et s'y ressourcent encore. Donc, il était presque naturel, quelque part, que les Aubrac aient à jouer un rôle encore au-delà du symbolique au Vigan, d'où d'ailleurs le fait que l'espace Lucie Aubrac ait été mis en place par la municipalité du Vigan il y a quelques années. Ça semblait absolument naturel. Je me permets d'ajouter que disons, pendant l'occupation et l'immédiat après-guerre, j'étais tout petit enfant. Et Cancabra, où habitaient les Lévi-Strauss, était à 500 mètres de chez nous, et j'allais souvent y jouer, et j'étais très, très bien accueilli. J'en ai gardé un très bon souvenir. Juste une remarque à Romain, dans les archives de l'Académie, j'ai retrouvé l'annonce de l'hommage de Maurice Castagnier à Raymond Aubrac, mais je n'ai pas retrouvé son texte. Alors, est-ce que ce texte est disponible quelque part? Et ça serait bien de le communiquer peut-être au général Barbeau et le verser à nos archives si celui-ci existe. S'il n'est pas dans les archives, c'est qu'il est certainement dans les archives de la famille Castagnier. Donc, il faudra se mettre en rapport avec eux, peut-être pour le récupérer. Très bien, merci. Voilà. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, Jean-Pierre Nougier. Je vous remercie, mon général, pour cette très intéressante conférence. Vous avez montré assez rapidement, parmi vos diapos, l'appel du 18 juin. Or, je croyais savoir que cet appel n'avait pas été enregistré à la BBC, c'est-à-dire que l'enregistrement avait disparu, et que l'appel lui-même était très peu diffusé. L'appel qui était diffusé était un autre texte, publié ultérieurement par De Gaulle. Oui. Alors, effectivement, avant de vous répondre, il y a un livre très intéressant de Jean-Louis Crémieux-Briac, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a eu une vie absolument extraordinaire avant d'arriver à Londres
il a été fait prisonnier, il est arrivé en URSS, libéré, ensuite il a rejoint Londres. Et à Londres, il s'occupait des relations entre la Grande-Bretagne et la BBC, entre la France libre, pardon, le général de Gaulle et la BBC. Et donc, c'est lui qui a fait le discours aux Invalides dont j'ai parlé lors des obsèques de Raymond Aubrac. Et Jean-Louis Crémieux-Briac a écrit un petit livre que j'ai là, qui s'appelle Le 18 juin, qu'on peut trouver en livre de poche et qui est très intéressant et qui donne toute l'historique de cette histoire de l'appel du 18 juin. Comme vous le savez, le texte lui-même n'a pas été, enfin, je veux dire, l'allocution n'a pas été enregistrée et donc on ne sait pas quel est le texte réel que De Gaulle a lu le 18 juin. La première fois que j'ai rencontré Lucie Aubrac, c'était au Sénat, c'était à l'occasion de la remise du prix littéraire de la Résistance. Je représentais le Premier ministre, j'étais en tenue, j'ai lu un petit discours du Premier ministre dont j'avais rédigé un projet. Il y avait là l'amiral de Gaulle, le général de Boissieu, etc. Il y avait beaucoup de beau monde. Et à table, j'étais à côté de Lucie Aubrac. Et elle m'a dit, au cours du repas, elle m'a dit, il faudra que je m'en aille bientôt parce que je m'en vais parler aux jeunes à Angers. Et elle commençait à avoir des problèmes de vue, alors elle m'a expliqué qu'elle se débrouillait quand même, elle prenait le bus, tout ça. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes? Et elle m'a dit, je commence par leur montrer l'appel du 18 juin, manuscrit. Ah, je lui ai dit, est-ce que vous pourriez, si ça ne vous dérange pas, m'envoyer une copie? Alors elle m'a envoyé une copie, que j'ai précieusement gardée, de l'appel du 18 juin, raturé, re-raturé et encore raturé par le général de Gaulle, qui est, croit-on, celui que le général de Gaulle a lu après avoir été recopié par sa secrétaire. Mais Jean-Louis Crémieux-Briac, dans son livre sur l'appel du 18 juin, dit qu'on a retrouvé des enregistrements à la télévision, à la radio suisse. Et ce sont les Suisses qui avaient, on croyait qu'ils avaient enregistré l'appel du 18 juin, qu'ils avaient le texte lui-même du 18 juin. Donc il y a plusieurs appels, on ne sait pas lequel a été prononcé. Moi, je vous ai montré là une affiche qui était, si j'ai une bonne mémoire, ce que je vous ai montré, c'est une affiche qui était affichée sur les murs de Londres en juillet 40, et non pas en juin 40, en juillet 40, et où il est dit la France n'a pas perdu la guerre, la France a perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre. De Gaulle n'a pas prononcé cette phrase le 18 juin. Il a prononcé le mot résistance. Ça, le terme résistance existe bien, contrairement à ce que certains peuvent dire. Ça, il a vraiment prononcé et écrit le mot résistance, mais cette affiche donc date du mois de juillet. Alors voilà, donc l'appel du 18 juin, lui-même, le vrai appel du 18 juin, je crois pouvoir dire que personne ne sait exactement ce qu'il était, les termes exacts. Merci. Merci beaucoup. Autre question? Oui, je voulais simplement faire part d'un autre souvenir. Étant étudiant, j'ai eu l'honneur de dîner 2 fois avec Michel Debré en 1962 parce qu'il était le beau-frère de Pierre Le Maresquier, directeur de l'Institut des matériaux où j'étais étudiant. Et je lui avais demandé, pouvez-vous nous résumer qu'est-ce que c'est que le gaullisme? Et il avait dit une seule phrase, l'esprit de l'homme est supérieur à la force des choses. Fin de témoignage. Oui, c'est très beau. C'est très beau. Alors, je vais vous dire une petite chose. À l'occasion d'une cérémonie dont je vous parlais de remise du prix littéraire de la Résistance, j'avais eu l'occasion d'avoir, en 1998, une longue conversation avec l'amiral de Gaulle, qui était sénateur, comme vous le savez, à l'époque. Et donc, il était présent au Sénat, il a assisté à la cérémonie, à côté de son beau-frère, le général de Boissieu. Lucie Aubrac était là, assise sur une chaise, et puis d'autres personnes, bien entendu, le général Simon notamment, grand résistant de Bir Hakeim
et elle à la Maine. Et le général de Gaulle m'a dit, l'amiral de Gaulle m'a dit, vous savez, mon père n'avait qu'un seul chef. Ah, ben j'ai dit oui, je voudrais bien savoir, amiral. Eh bien, c'était le peuple. Et retenez cela, mon colonel, j'étais colonel, retenez cela, surtout n'oubliez pas, le chef, c'est le peuple. Et puis il m'a dit, restons-en là, comme son père, et il est parti. Après une conversation d'une demi-heure sur un autre sujet, hein, où il me reprochait certaines choses. C'est un autre sujet. Si tout à l'heure on a 2 minutes, je vous raconterai une petite anecdote sur ce repas à la préfecture de Marseille avec le général de Gaulle et le paiement du repas. Le général de Gaulle, donc, fait la tournée des popotes, si je puis dire, fait le tour de France. Il était chef du gouvernement depuis quelques semaines seulement. Il arrive à Marseille, il est reçu par le préfet et par donc Raymond Aubrac et par les chefs de la résistance. Et donc, au cours du repas à la préfecture, je vous l'ai dit, il y avait le plan de table que Raymond Aubrac avait créé, fait, a été chamboulé à son insu. Et normalement, Raymond Aubrac avait mis le général de Gaulle en face de lui, et puis il avait mis ensuite les ministres présents à sa droite, le préfet, les préfets de département, et puis il avait mis Lucie Aubrac un petit peu plus loin. Et puis en son absence, donc le repas a été chamboulé, et c'est Lucie Aubrac donc qui a chamboulé le repas. Il l'a su après, et au contraire, elle s'est donc installée en face de Raymond, et puis puisque c'est le couple qui recevait le général de Gaulle, je ne sais pas où était le général de Gaulle, je pense qu'il devait être à la droite de Lucie Aubrac, et puis les chefs de la résistance à côté, et puis les ministres et les préfets de département au bout de la table. Donc de Gaulle, je vous l'ai dit, il n'était pas content, il n'a pas parlé, etc. Et puis à la fin du repas, de Gaulle dit à Raymond Aubrac, écoutez, je vais vous payer ce repas parce que je présume que comment faites-vous? Alors Raymond Aubrac dit, écoutez, moi je n'ai pas d'émolument, j'ai décidé de ne pas recevoir de traitement, d'émolument, de revenus, quel qu'il soit. Donc j'ai mis mes frais de représentation chez le trésorier payeur général. Voilà, donc c'est le trésorier payeur général qui, je lui enverrai la facture. De Gaulle lui dit, non, 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 pas question, je vais vous faire un chèque. Et donc, alors ça se passait dans sa chambre d'hôtel, parce que Raymond Aubrac a reconduit le général de Gaulle à sa chambre, parce que le général devait partir le lendemain à Toulouse, où il a été reçu, vous l'avez vu, par le préfet et par le chef des FFI, Serge Ravanel. D'ailleurs, ça s'est très mal passé. Ça, c'est une autre histoire. Et donc, à la chambre d'hôtel, c'est là que de Gaulle lui parle du paiement. Et de Gaulle dit, non, non, je vais vous faire un chèque. Bon, alors, une vingtaine de personnes, bon, je dis n'importe quoi, 10 francs par exemple, donc 200 francs, allez, je vous fais un chèque. Et alors Raymond Aubrac prend le chèque, et puis il en profite pour dire au général, est-ce que ça s'est bien passé? Vous êtes content de la visite? Il pensait au plan de table. Oui, oui, très bien, tout s'est très bien passé, c'est formidable, pas de problème. Et au retour donc à la préfecture, Raymond Aubrac cherche à savoir ce qui s'était passé pour le plan de table. Lucie Aubrac donc lui explique ce qu'elle avait fait. C'est là que dans mon exposé, je vous ai expliqué que je lui ai demandé à Raymond Aubrac s'il avait fait un reproche à son épouse. Il m'a dit qu'il n'avait jamais fait de sa vie le moindre reproche à son épouse. Quelle chance, hein. Et donc, il a remis ce chèque au trésorier payeur général, à la trésorerie générale de Marseille. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, je lui ai parlé souvent de ce chèque. Je lui ai dit, écoutez, moi, à votre place, hein, monsieur Aubrac, j'aurais gardé ce chèque, non pas pour l'encaisser, je l'aurais gardé, je l'aurais encadré. Un chèque signé du général de Gaulle le 15 septembre 1944, quand même, c'est une énorme valeur. Ah non, 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 je l'ai remis au trésorier payeur général. Et il m'a dit qu'en 2009 ou en 2010, un fonctionnaire de la trésorerie générale de Marseille était venu le voir à Paris et avait
recherché et retrouvé ce chèque et avait montré ce chèque à Raymond Aubrac pour lui dire, vous voyez, ce chèque est toujours là et nous le gardons précieusement. Voilà. Et je crois savoir, je n'en suis pas sûr, qu'il a été encadré et peut-être mis quelque part dans un endroit emblématique de la trésorerie générale de Marseille. Voilà, c'est l'histoire du chèque. On dit que le général de Gaulle payait son électricité. Oui, alors ça, Jean-François, il y a un excellent livre que je vous conseille, mais je peux vous le prêter si vous voulez. C'est La vie quotidienne à l'Élysée au temps de Charles de Gaulle, qui a été écrit par Claude Saint-Denis, l'épouse de l'ancien ministre des anciens combattants du général de Gaulle, Saint-Denis, et qui raconte la vie quotidienne à l'Élysée au temps de Charles de Gaulle, et donc, elle raconte que notamment, quand il quittait son bureau, il faisait le tour des bureaux. Bon, il n'y en a pas énormément, mais à l'étage où il éteignait les lampes qui étaient restées allumées. Il mettait un petit mot sur le bureau pour dire « J'ai éteint votre lampe tel jour à telle heure ». Ça lui permettait aussi de montrer qu'il travaillait plus tard que celui qui occupait le bureau. Et effectivement, chez lui, il payait son électricité dans la partie privée de l'Élysée. Parce qu'il y a une partie privée, vous le savez. Donc, donc normalement, je ne sais pas si ça se faisait comme ça déjà, mais c'est vrai pour tous les logements de fonction. Il y a une partie privative pour laquelle on doit payer les impôts locaux, qui ne sont jamais très élevés. Et puis, normalement, on doit payer son électricité à condition qu'il y ait un compteur particulier, bien sûr, payer son électricité. Mais c'est ce que faisait le général de Gaulle, par exemple, à Colombey. Vous savez, je peux en parler 2 minutes encore? À Colombey, il a reçu qu'un homme d'État en fonction, c'est le chancelier Adenauer. Il était revenu au pouvoir, le général de Gaulle, en juin 1958, et il voulait établir des liens de réconciliation avec l'Allemagne. Donc, il s'est dit, je vais inviter le chancelier Adenauer, qui était un opposant au nazisme, qui était maire de Cologne, et donc il l'a invité à Colombey, lequel Adenauer d'ailleurs est arrivé avec 1 heure de retard, parce qu'il n'y avait pas de GPS à l'époque, et le chauffeur s'est rendu à Colombey-les-Belles, et non pas Colombey-les-Deux-Églises. Bon, c'est anecdotique. Et donc, Adenauer est arrivé à Colombey, et il a déjeuné à Colombey le midi, le soir, et il a dormi à Colombey. Et le repas a été payé par le général de Gaulle sur ses fonds propres. Alors, ça, c'est raconté par l'amiral de Gaulle. Vous savez que l'amiral de Gaulle a écrit De Gaulle, mon père, en 2 volumes, je crois, mais il a écrit également, ce qu'on sait moins, Mémoires accessoires, qui sont ses mémoires à lui, parce qu'il a fait des choses extraordinaires pendant la guerre. Il n'a pas été compagnon de la Libération, mais il le méritait bien. Son père n'a pas voulu pour des raisons diverses et variées, et d'autant plus que son beau-frère l'a été. Et donc, lui, il était présent à Colombey ce jour-là, et il servait d'aide de camp. Et donc, il raconte dans Mémoires accessoires comment s'est passé ce séjour d'Adenauer à Colombey, et que le général de Gaulle a payé le repas, considérant qu'il recevait Adenauer. Et le soir, d'ailleurs, il y avait d'autres convives officiels. Il y avait le ministre des Affaires étrangères, mais il considérait que c'était chez lui, à son domicile, donc il a tout payé. Voilà, petite anecdote. Merci infiniment. Il n'a pas de lien avec Raymond Aubrac. Mais je vois qu'André Tessier-Ducrot peut encore ajouter quelque chose, peut-être. Non ? Très vite. J'ai lu les mémoires de Konrad Adenauer, qui sont très bien traduites en français, je les recommande. Et le récit que Adenauer donne conforte exactement ce que vient de nous dire le général Barbeau, raconté par l'amiral de Gaulle, avec 2 détails. Adenauer lui explique qu'à l'époque, il y avait une bataille diplomatique. Il n'était pas question qu'un chef d'État français se rende en Allemagne, et pas moins question qu'un chancelier allemand vienne à Paris. Il y avait donc une impasse diplomatique, et de Gaulle avait dit, ne vous en faites pas, je l'invite chez moi à titre privé, problème résolu. Et la deuxième, c'est que Adenauer raconte comment il a séduit
Yvonne de Gaulle en raison de son excellente connaissance des roses, car Yvonne de Gaulle avait un rosier absolument magnifique. Et donc, Madame de Gaulle a dû penser qu'un Allemand qui connaît si bien les roses ne peut quand même pas être un si mauvais garçon. Enfin. Alors, Madame de Gaulle a eu un petit problème également pour le service à table, parce que l'une de ces, vous savez que le général de Gaulle avait deux personnes, Monsieur et Madame de Gaulle, deux personnes à leur service à Colombey, et l'une des cuisinières qui devait servir avait un parent qui avait été victime des nazis. Donc, elle ne voulait pas servir un Allemand, elle ne voulait pas servir Adenauer. Donc, Madame de Gaulle a envoyé le chauffeur à la mairie de Calais, dont le maire était son frère, Jacques Vendroux, et Jacques Vendroux a prêté sa propre cuisinière qui est venue spécialement à Colombey pour servir le général de Gaulle. C'est une petite anecdote. Et deuxième anecdote, le chancelier Adenauer voulait partir tôt le lendemain matin. Il était prêt à 7 heures du matin. Sauf que le général de Gaulle, lui, ne descendait de l'étage où était la chambre qu'à 9 heures le matin, parce qu'il faisait la toilette, mais aussi le petit déjeuner, et il lisait les journaux que son chauffeur lui apportait. Et il descendait habillé à 9 heures du matin. Donc Adenauer a attendu 2 heures, de 7 heures à 9 heures, que le général de Gaulle veuille bien descendre pour prendre congé de lui. Bon, c'est une petite anecdote pour compléter celle de M. Tessier-Ducrot. Merci. On est loin de Raymond Aubrac, mais c'est intéressant. Non, c'est tout à fait intéressant la manière dont Michel, vous avez fait se côtoyer la petite histoire et la grande histoire, comme vous le dites. Mais moi qui suis historien, je sais qu'on ne peut comprendre la grande histoire qu'à travers cette petite histoire. C'est tout à fait important. Dans ces cas-là, nous allons donc, s'il n'y a pas d'autres demandes de parole, nous séparer. Je voudrais donc, votre nom à tous et à toutes, à nouveau remercier infiniment le général Barbeau de nous avoir fait côtoyer de cette manière les grands de ce monde, dont la plupart, comme vous l'avez dit, sont des, je l'ai dit tout à l'heure, des anti-héros, des serviteurs, vraiment au sens fort du terme, serviteurs de la République et serviteurs de la chose publique. En tout cas, c'était merveilleux d'avoir cette connaissance fine, personnelle que vous avez. C'est un grand privilège que nous avons eu d'avoir pu partager avec vous toute cette vie de tous ces personnages. Et nous espérons bien que vous allez encore nous proposer d'autres biographies de ce genre. Voilà, merci encore Michel, infiniment.